Alors bonjour à toutes et tous, merci de votre présence en ce lundi de Pâques pour parler de la nouvelle production et entrée au répertoire de l'Opéra de Paris de Satyagraha de Philip Glass. Je vais échanger pendant une petite heure avec Ingo Metzmacher, chef d'orchestre de cette production, Bobbi Jene Smith et Or Schraiber, qui sont tous deux donc chorégraphes et metteurs en scène. Nous avons également SHANUL coach linguistique sur cette production pour parler avec nous du travail et de la prose en sanskrit. Et la rencontre sera traduite en direct par Valentine Vassac, que nous remercions également très chaleureusement. Je voudrais vous demander à chacun d'entre vous que vous évoquiez la figure qu'est Philip Glass et de peut-être préciser pour le public de l'opéra qui ne serait pas familier avec son esthétique, parce qu'il faut le rappeler, elle est quand même assez rare sur nos scènes. Donc rappeler peut-être le jalon qu'il est dans l'histoire de la musique au XXe siècle et dans l'histoire de la musique américaine. Philip Glass is with Lamont Young and Steve Reich, maybe he belongs to the first and most important protagonists of the so-called minimal music, which is characterized by simple formulas which are repeated many, many times. And shall you translate? Can I talk on? Yeah. You can talk. And to be honest with you, I also told everyone before that I've never done this kind of music before. I just knew that Philip Glass is one of the great protagonists of very repetitive music, and I didn't know how the experience would be. But when the artistic director of the opera, he invited me, so he really wanted me to do it. So I came, and I must say, now we are working together for 6 weeks, is it? 5, 6 weeks, yeah. It's an incredible journey and an incredible experience, which I didn't anticipate as such before. But I'm very happy that I was kind of invited to do this journey. Alors, Philip Glass, aux côtés de compositeurs tels que Steve Reich, compte parmi les premiers et les compositeurs les plus importants de ce que l'on nomme la musique minimaliste. Le principe de base est une formule, des phrases musicales très simples qui sont répétées de nombreuses fois. C'est un compositeur sur lequel je n'avais pas travaillé précédemment, même si c'est l'un des plus grands dans la musique répétitive. Mais j'ai été contactée par le directeur artistique qui voulait vraiment que je m'y attelle. Et je dois dire que ça a été une expérience absolument incroyable, le travail que nous menons depuis 6 semaines. Et je n'imaginais pas à quel point cela me rendrait heureux. Peut-être je vais te demander, Valentine, de traduire la question à Bobbi et Or. Est-ce qu'il pourrait nous dire, en tant que chorégraphe et danseur, ce que représente Philip Glass et son esthétique? As dancers and choreographers, what does Philip Glass's work represent to you? His work, his aesthetic? It's working. Hi. I feel, for me as a dancer growing up, I've grown up with Philip Glass's music in the studio since I can remember. From being asked to choreograph to it as a student to right now, to this moment. And something that's always moved me so much is this idea of practice that I feel so strongly in his work, that the practice becomes the performance and the performance becomes the practice. And that has been a driving force for me since finding his music and continues to be.
Alors en tant que danseuse, ça a vraiment été une figure importante. J'ai grandi avec son travail, du plus loin que je peux me souvenir et on m'a demandé, de chorégraphier sa musique pendant mes études et jusqu'à ce jour, il reste très important et ce qui est, central chez lui, c'est cette notion, de pratique, d'entraînement qui nourrit la performance et la représentation se nourrit de cet entraînement, de cette pratique. Et c'est vraiment une force majeure et motrice dans mon travail. Hey, hi everyone. Similar to what Bobby said, for me as a dancer, the nature of the repetitive nature of Philip Glass's music is corresponding with being a dancer, with with just dancing. And similar to Bobby, the nature of practice is very apparent in his work, and it has an innate emotional connection to dance for me. So the rhythms, yeah. Alors, je ressens les choses un peu de la même manière que Bobby. De par la nature répétitive de la musique de Philip Glass, il y a quelque chose qui se marie très bien avec la danse, cette notion de pratique qui est apparente dans son œuvre et qui est vraiment qui crée une connexion émotionnelle innée qui est très importante en tant que danseur et qui nourrit aussi le rythme. I would still like to say, it sounds now a little bit that it's very repetitive music and that's all. Of course, it's not the case. It is the great thing about it is that always something changes a little bit on the way, and that makes you feel in the end. I don't know how he does it, but that time passes in a different way to what we usually. Because when we hear music, we experience form in time, so-called, yeah. But here, the kind of the time passes in a different way, and this is for me very, very interesting. And I cannot really explain, but it happens. Alors, à parler de la nature répétitive de la musique, on aurait l'impression que c'est tout ce qu'il y a dans son œuvre, mais évidemment, ce qui est formidable avec l'œuvre de Philip Glass, c'est qu'il y a toujours des changements minuscules au cours de la partition. Et ce qui vous donne à expérimenter le passage du temps d'une façon très différente de ce dont on a l'habitude. On dit toujours que la musique met en relation la forme et le temps. Et dans le travail de Philip Glass, ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce rapport au temps qui passe, qui, à mon sens, est très intéressant et que je ne saurais pas vraiment expliquer. Et lorsque Philip Glass et sa librettiste Constance de Jong le composent et rédigent le livret, l'histoire des États-Unis est un tournant. Et donc, quelques décennies auparavant, Glass avait été témoin de ces luttes non violentes que Martin Luther King menait. Et ils étaient également imprégnés de la philosophie et de la politique de Gandhi. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il décide de créer une œuvre autour de ce personnage de Gandhi et plus spécifiquement sur ses jeunes années, les années que Gandhi avait passées en Afrique du Sud et au cours desquelles il avait été donc témoin de l'oppression des Blancs sur les personnes de couleur et victime et à la fois donc témoin de l'apartheid. Donc il décide de rédiger leur livret sur ce contexte-là, en allant piocher dans un texte fameux de la culture hindoue que Gandhi avait avec lui, qu'il a accompagné donc, pour développer son éthique, qui est la Bhagavad Gita, qui est un dialogue qui appartient donc à un grand poème épique qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Je voudrais donc demander à SHANUL qu'il nous parle de ce texte et la valeur qu'il a dans la culture
hindou, mais aussi universel, comme Philip Glass nous le montre. Could you tell us about the Bhagavad Gita and its importance to Hindu culture, but also to Philip Glass's work in general? Thank you. Bonsoir à tous. I would like to say that the Bhagavad Gita is one of many works that exist in Hinduism. It was a work that is part of the Hindu epic Mahabharata, which was written about 2,500 years ago in a Sanskrit which was much more modern. Sanskrit, as we know as a language, has a documented existence of about 5,000 years. And the first form of Sanskrit was actually devised by sages who would go and meditate for intense periods of times. And do we meditate in the audience? Are we meditators? Yes? Yoga, I suppose? It's one of those things where you still yourself, and by stilling yourself, you are receptive to certain things that the universe has to offer to you naturally. So after a deep sense of meditation, some people see colors, some people see images, some people see scenes playing out in front of them. Other people experience sound. So these people would go and meditate for days on end, and they would try and invoke the qualities that they felt through sound. And the sounds were like green, him, om, these sort of sounds, which create a certain vibratory pattern within the body. So, there are times when you tune the radio and you hear static, but when you chant Sanskrit properly, like the mantras that we have, it aligns everything into motion, and then you're able to receive the energy of the universe itself. Fast forward 2,500 years. We have the Bhagavad Gita, which is a more colloquial type of Sanskrit, where there's a question and answer session between God, which is Krishna, and Arjun, prince, who is about to fight his cousins and his gurus, but he's having a conflict within himself because he doesn't want to kill people that he knows and he loves. But Krishna says that you have to, because you're an upstanding person in society. And if you do not do the right thing, which is fight this holy war, then other people will have an excuse to not do the right thing. Fast forward to Philip Glass. So I think Philip Glass on a very fundamental level, because having lived in India and all of that, and I'm a Hindu Brahmin, and the reason I know about all these things is because it's very important in my family, to keep it short. Philip Glass, having lived in India and experiencing the Hindu culture firsthand, he also felt what Gandhi meant to all the Indians at the time. We're talking maybe 1970s or 1980s, in that time period. And I think he captured in a very beautiful way the way Mohandas Karamchand Gandhi transformed into Mahatma Gandhi. The end of the opera is so movingly beautiful that you cannot imagine anything else. This is a person who then realigned his body to receive divinity itself. And through the Sanskrit text that we sing about, we are channeling that divinity, and you will hear it. Like, for example, when the chorus come in and start singing full voice, to me, I feel like I've gone back to a temple in India, and it's God himself that is giving me instruction on how to exist well as a human being, not just with myself, but with society as well. Well, Too many words. Alors la Bhagavad Gita, c'est une de ses œuvres, de ses nombreuses œuvres qui font partie de cette grande épopée du Mahabharata, qui a été écrit en sanskrit il y a 2500 ans dans une langue qui est beaucoup plus familière et courante que celle qu'on peut pratiquer aujourd'hui. Le sanskrit a été retranscrit à l'écrit, documenté il y a 500 ans par des personnes... 5000 ans, par des personnes qui avaient une pratique très intense de la méditation, que vous connaissez peut-être à travers le yoga. Et donc cette méditation vous rend
vous rend tout à fait sensible à de nombreuses choses, notamment à des couleurs, des images et des scènes que l'on peut appréhender à travers la méditation. Et il s'agissait de personnes qui pouvaient méditer pendant de nombreux jours sans s'arrêter et donc être réceptifs à tous ces sons. Et donc, je vais essayer de retranscrire les sons, mais bon, donc des sons tels que kring et home, qui ont une qualité vibratoire, un schéma vibratoire particulier, qu'on pourrait comparer à, par exemple, aux vibrations qu'on a à la radio quand il y a de la friture sur la ligne, cette dimension un petit peu de son troublé. Et le sanskrit, en tant que langue, permet de retranscrire l'énergie du monde. Et donc, dans cette épopée, on a la figure divine et la figure de Arjun qui doit se battre avec ses cousins et qui est réticent à cette idée de conflit et devoir tuer et à être engagé dans cette croisade. Et on voit la présence divine qui donne cette injonction à faire ce qui est juste. En tant que brahmane hindou, ce texte est particulièrement important pour ma famille. Et Philip Glass, dans les années 70-80, est allé vivre en Inde. Et donc, il a pu avoir un accès direct à la culture hindoue, à l'hindouisme, parce qu'il a vécu en Inde. Et il était, à ce titre, tout à fait conscient de ce que Gandhi représentait pour tous les Indiens. Et je trouve qu'il l'a retranscrit d'une façon absolument magnifique. Et il a été vraiment capable de montrer comment Gandhi est devenu le Mahatma Gandhi. C'est quelque chose qu'on voit bien dans la dernière scène, qui est absolument magnifique et émouvante. Et on voit la façon dont son corps se réagence pour accueillir cette divinité, pour accueillir ce côté sacré. Et à mon sens, le chœur, dans les scènes finales, qui chante à plein poumon, avec cette voix pleine, nous donne vraiment l'impression d'être dans un temple en Inde. Alors, peut-être des personnes dans le public ont assisté à la répétition générale du spectacle et vous aurez vu Gandhi sur scène, mais sa présence un peu lointaine, c'est un témoin. Tout ça nous permet donc d'aborder le côté, disons, plus universel de cette matière opératique. Est-ce que Bobbi et Or, vous pourriez nous parler de cet universalisme que vous avez voulu en renonçant au récit biographique, au récit de la vie de Gandhi? So for those of you who came to the dress rehearsal, I don't want to give up too much, but Gandhi is on stage, but he is but a remote presence, kind of like a witness. But it conveys this universal dimension that fuels the opera material. And could you tell us about this universal quality that you wanted to really tap into by renouncing traditional biography? So 2 years ago, when we were offered to do this opera, we kept on brainstorming how do we want to go about it, and as we dove into Mahatma Gandhi's teachings and ideas and philosophy, and others that he was influenced from, and others that he influenced, like Gene Sharp and MLK and Henry David Thoreau, we understood that we would love to take the idea of Satyagraha, of ahimsa, and tell a story that is not a biopic of a person, but the extension of what this idea of nonviolence resistance, and how can it affect us humans on a daily basis. And so
without giving too much spoiler, because I think it will be sad to do, we decided to tell a story of a man going through a specific story, and it's hard. Good challenge. But talking about, Philip Glass wrote, dedicated each act to a specific historical figure that had influence on Gandhi, or Gandhi has influenced the character. And the characters are Martin Luther King, Tagore, the poet, and Tolstoy. And so we decided to put these VIP characters on a VIP bench, so to speak, on this, and have them as witnesses, witnessing their ideology, their philosophy of non-violence resistance unfolding in front of them. Yes. Alors, il y a 2 ans, quand on nous a proposé de travailler sur cet opéra, on a commencé par une phase de mise en commun des idées, et on s'est plongé dans la vie du Mahatma Gandhi, ses enseignements, ses idées et sa philosophie, et aussi on s'est intéressé à l'influence qu'il a pu avoir sur des figures telles que Gene Sharp, Martin Luther King, Henry David Thoreau. Et donc, cette épopée nous a intéressés, mais on n'a pas voulu s'en saisir comme d'un biopic, un film sur la vie d'un personnage. On a plutôt voulu voir comment étendre cette idée de résistance non violente, de résistance pacifique, et de voir comment elle nous affecte, nous, en tant qu'êtres humains. Alors, sans vouloir divulgacher, sans spoiler, c'est l'histoire d'un homme qui est face à une histoire particulière. Et donc, dans l'opéra de Glass, il y a ces figures historiques qui influencent Gandhi et inversement, qui sont influencées par lui. Donc, Martin Luther King, Tolstoï ou le poète Tagore. Et on a voulu les traiter en VIP, en personnalité importante, et les mettre sur le banc des VIP où ils occupent cette place de témoin. Et ils sont témoins de la manière dont leur idéologie se déroule sur la scène. Donc, ce qui fait une des particularités de cette production, donc, qui sera créée dans quelques jours au Palais Garnier, c'est évidemment le fait qu'elle est mise en scène par Bobbi et Or, qui sont chorégraphes, que nous avions déjà accueillis à l'Opéra de Paris pour un spectacle donc, de danse, Pete. Vous retrouverez d'ailleurs dans cette production qui associe chanteurs, donc un interprète soliste, un chœur très conséquent. On reviendra sur son travail, donc également des danseurs. Je voudrais vous demander que vous nous parliez de cette association, de ce dialogue entre des corps qui chantent et des corps qui dansent, et comment envisagez-vous ces corps dansants? Sont-ils là pour illustrer un propos, écrire un surtexte? Quel est leur rôle dans votre spectacle? So one of the specificities of the production is that it is directed by the two of you, Bobbi and Or, and you are choreographers. You already came to the Paris Opera for Pet. And in this production, there are singers, interpreters, and there are also dancers. And of course, all the performers are in this kind of association dialogue. There are some singing bodies, there are some dancing bodies. And regarding these dancing bodies, how do you approach their work? Is it a mere illustration? Are they writing another kind of text that is layered on top of the libretto? I think in this production, we were excited to investigate how the dancers could be extensions of Krishna and also
be part of the community experiencing change. And what I love so much about dance is how it communicates on a nonverbal level and how universal that level is. And so that was a constant investigation of how are we going to question the big questions that this opera asks of us physically. And, you know, we work with an incredible group of artists who we work as a team, and there are a lot of voices in the room that all kind of come together in this incredible way and form what the piece will become. And the people in the room really inform the work. And, you know, we come with ideas, we come with what we dream this piece will be, but not until we're in the room with the team and all the people that make this piece happen does the piece actually become what it will become. And yeah. Ce qui nous intéressait dans cette mise en scène, c'était de mener des recherches sur la façon dont les danseurs pouvaient être un petit peu des extensions de Krishna et à la fois faire partie d'une communauté et comment, de ce fait, ils faisaient l'expérience du changement. Ce que j'apprécie particulièrement avec la danse, c'est que la danse opère à un niveau non-verbal qui, de fait, est universel et qui permet de mener ces recherches constantes et de se poser ces grandes questions à travers l'opéra, mais d'une manière incarnée, d'une manière physique. Nous avons eu la chance de travailler avec une équipe absolument incroyable et en fait, toutes ces voix se sont mêlées pour former ce que cette œuvre va devenir. Donc nous sommes arrivés certes avec des idées, mais ce n'est qu'une fois dans la pièce de répétition avec tous les interprètes qu'on peut commencer à travailler et qu'on voit ce que deviendra l'œuvre. Alors, il y a une chose de commune, que ce soit aux interprètes, aux danseurs, comme aux interprètes vocaux, aux solistes, c'est la difficulté à appréhender le temps musical de la partition, dont maestro Ingo Metzmacher nous parlait un petit peu au début. Quand on assiste à la représentation de Satyagraha, on se rend compte à quel point c'est une performance que de coordonner ce temps pour cette somme qui est en scène. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus un petit peu et nous parler de ce temps très spécial et peut-être aussi s'il y a une différence pour vous diriger des danseurs et des chanteurs et comment se crée l'harmonie sur le plateau entre tous ces intervenants? I'm not sure if I got sometimes, I was told that I was too slow for the dancers, and sometimes I was too fast for the singers. But I have to tell you the biggest challenge of this piece for a conductor, Richard Strauss, who made 10 rules for conductors, has said the first big role of the conductor is to find the right tempo and make sure it stays. There is no other music than free glass which this rule applies to. So I had to find the right tempo, and then later make sure it's not changed. And I tried, because the information in the score is sometimes not very clear, to say that, and contradictive also. So I tried to, because he's still living, I tried to contact him, and I got a letter back from his assistant, basically saying I could do what I want. So he didn't want to be the police officer of his music. So we, together with Johannes, who is my assistant, who is also here today, we kind of spoke a lot about, and it's like Bobbi told, so yeah, I was here from the first day, so we kind of developed also tempo
We developed it. You have to find it, really. You have to find the right tempo. I hope I did. But now I'm sure about it. And we fixed it then also with metronome numbers, that I can control myself, that I will really be consistent. But that's really the hardest bit, because if you choose the wrong tempo, the next 7 minutes are ruined. So, or 10, this is very hard. I have to be very clear about this. That's the biggest challenge. And if I find the right tempo, I think dancers and singers both are happy. Alors, on m'a déjà dit que j'étais trop lent pour les danseurs. Donc, c'est un reproche qu'on a pu me faire. Et effectivement, c'est vraiment le défi majeur quand on travaille avec Philip Glass. Strauss a mis en place 10 règles à destination des chefs d'orchestre. Et la première de ces 10 règles est de trouver le bon tempo qui reste de manière continue. Et évidemment, avec la musique de Philip Glass, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, donc de faire en sorte que ce tempo ne change pas. D'autant plus qu'au sein de la partition, on trouve des éléments qui ne sont pas forcément clairs, certaines contradictions. Comme Philip Glass est toujours en vie, je l'ai contacté et j'ai reçu une lettre où il m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Glass n'avait aucune intention de faire la police de la partition. Et donc avec Johannes, mon assistant, on a vraiment mis l'accent sur cette dimension-là. Et également avec les chorégraphes Bobbi et Or, on a vraiment essayé de trouver, de développer ensemble ce tempo. Il faut expérimenter pour être sûr de trouver le bon tempo. Alors évidemment, on peut s'aider d'un métronome pour ajuster ce qui doit l'être. Mais néanmoins, cette notion de régularité est à la fois très difficile et à la fois très importante, puisque si on se base sur le mauvais tempo, on peut ruiner 7 à 10 minutes de la représentation. Donc clairement, c'est un énorme défi, mais lorsqu'on a l'impression qu'on a trouvé l'équilibre, tout le monde au plateau est extrêmement heureux. Alors, Philip Glass, il a réécrit une partie spécifique pour la voix donc du contre-ténor, Anthony Rod Costanzo, qui interprète le rôle principal. J'aimerais qu'on aborde du coup les couleurs vocales, les différents registres de voix qui interviennent dans cette œuvre. Là aussi, maestro, je me tourne vers vous. The role of Gandhi is basically was written for tenor. Shanul is a singer. He used to sing it as a tenor. Yeah, I know. And he's also the cover in case anything happens. But the opera decided to give it to Anthony Rose Costanzo, who's a countertenor, which just means Philip Glass didn't rewrite the role. It just means everything is an octave higher, what he sings. And sometimes I'm asked him not to do that, because in the third act, there's a sextet when they're all singing, kind of all except Adriana, yeah. Everyone is singing, so you have really you have 3 female voices, a very high soprano, with a not so high soprano, a kind of mezzo-soprano, a tenor, which is then sung by Gandhi, a baritone, and a bass. So that's basically, I think that was his idea in the beginning. And there's one particular role of, what's her role again? Miss Alexander, yeah. That is historically the woman who saved him from the mob, who saved Gandhi from the mob. And this is sung by Adriana Pignanilesca. She's an alto mezzo and very dramatic voice. And she has an incredible scene in the beginning of the second act. But I think he thought of to cover all the registers because he was thinking of like a chorus, because there's a lot of ensemble singing. There's no arias except of Adriana's and Anthony's arias, but apart from that, not really. It's more ensemble.
Alors, ce n'est pas tant que Philip Glass avait vraiment l'intention de réécrire le rôle de Gandhi, qui est le rôle principal. Mais comme SHANUL peut en témoigner, il s'agit d'un rôle qui est à l'origine écrit pour un ténor. Et donc, vous l'avez chanté et vous le chantez encore à ce jour. Mais l'opéra a décidé de donner ce rôle à Anthony Costanzo, qui est, lui, contre-ténor. Donc, la musique a été transposée une octave plus haut. Oui, pardon, le rôle de Gandhi a été transposé une octave plus haut. Et donc, il y a des moments où cela entraîne des changements. Par exemple, on peut penser au troisième acte où tout le monde chante ensemble, sauf Adriana. Donc, vous avez à la fois des voix féminines, des sopranos plus ou moins hautes, des rôles de ténor, des basses. Et donc, vous avez ce personnage qui sauve à l'origine Gandhi de la foule hostile, qui est écrit qui est interprété par Adriana, son nom de famille c'est Ionesca, qui est alto mezzo. Et donc, vraiment, la partition couvre tous les registres et c'est une partition qui inclut beaucoup de travail de chœur, de chant à l'unisson. Il y a très peu d'arias à 2 exceptions près. Comme vous venez de le souligner, donc, c'est un opéra qui est très exigeant pour le chœur. Sa présence est très, très appuyée du début jusqu'à la fin, de bout en bout de l'œuvre. Est-ce que, Or et Bobbi, vous pourriez nous parler du travail que vous avez fait avec cet ensemble? Parce que très souvent, quand on discute avec les metteurs en scène, on comprend que diriger scéniquement un chœur, ça peut être un défi. Comment le travail avec l'ensemble s'est-il passé? Comment l'avez-vous intégré? As you just pointed out, there is a lot of ensemble singing, so it's very demanding for the chorus throughout the play. As directors, you also have to work with all these singers, with this ensemble. So often stage directors view this as rather demanding, rather challenging. Sorry. So how did you approach working with the chorus, with the ensemble? We were so excited. It was our first time working with the ensemble this big. And so I think, we approach it as if we were going to approach one person. We approach them as people. And I have so much respect for everyone in the room, trying to make something invisible visible, something that is not heard. And we go from there. We work as a team, and we try to be upfront with people that we're trying to discover something together. We don't know all the answers, and hopefully together we will find them. And we need them to help us unlock something we don't know. So we had a plan, and we started from there and kept trying to adjust with what would happen in the room. Alors, nous étions très enthousiastes, très heureux à l'idée de travailler avec un chœur de cette envergure. Mais le travail, au final, est assez similaire que lorsqu'on travaille avec une seule personne, puisqu'il s'agit d'êtres humains et nous travaillons avec eux comme des êtres humains. Nous avons un immense respect pour toutes les personnes avec qui nous avons collaboré, et l'enjeu était vraiment de rendre l'invisible visible et de rendre l'inaudible audible. Donc, lorsque nous sommes confrontés à tous les interprètes, on découvre vraiment quelque chose ensemble, et nous ne sommes pas en position de surplomb en pensant que nous avons toutes les réponses. Il s'agit vraiment ensemble de déverrouiller, de trouver l'accès à quelque chose que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Évidemment, à l'origine, il y a un projet, il y a un plan, mais nous nous adaptons, et il y a des adaptations au fur et à mesure. SHANUL, est-ce que vous pourriez
évoquer les particularités de cette langue sanskrit, puisque je rappelle que l'œuvre porte donc ce texte Bhagavad Gita et qu'il n'est pas traduit. Est-ce que vous pourriez nous parler de revenir sur votre rôle? So we evoked this challenge of working both with an ensemble and solo singers. Could you tell us about your work with this language, the Sanskrit language, and how you worked with everyone, knowing that it's not translated into English or any other language in the opera? So how did you start working on this material? Thank you. So we know that the libretto of the opera is from the Bhagavad Gita, which is written in Sanskrit. Now, the good thing about Sanskrit and operatic singing is that they all work on the 5 basic Italian vowels, A, E, I, O, U. And Sanskrit follows that same pattern. The unique thing about Sanskrit is that the consonants that are used are absolutely important in conveying the message. So there's a very close relation between the consonant and the vowel. One cannot be divorced from the other. So when we were trying to, and by the way, I have to say, in the 5-6 weeks that we've been working together, considering from where we were to where we've ended up now, everybody has worked tirelessly in realizing the language in the best way possible. But of course, everybody has an individual capability of embracing a new language, especially for the European tongue. Sanskrit can prove to be quite a bit of a challenge just because of the way the consonants are structured. So, and in working with the choir, I think I hats off to every single one of them. They embraced the language, the context. So my role as a language coach was also trying to provide context as the scenes were being developed. Like Bobbi and Or would ask me, and also Maestro Metzmacher would ask me about what's going on, why is the music this way, why are things going the way they are. So I would say, well, in the Bhagavad Gita, it says this, which may or may not relate to what's happening on stage, but I think it gave us a context in the end of why this person that is going through this life in the opera, in the staging, chooses the path of nonviolence, chooses the path of ahimsa. And I think Sanskrit, being a very, very accurate language, in my experience, definitely one of the only languages that expresses spiritual truth in a way that not many other languages can. And so even when working with the choir, for example, we would analyze and talk about these scenes before they would start singing it. And then when they did, they absolutely, as I said before, they sound like gods from heaven telling us how to live our life. Thank you. Alors, pour ce travail sur le Bhagavad Gita et le travail sur la langue sanskrit, le sanskrit, tout comme travaille avec les 5 voyelles classiques de l'italien, A, E, I, O, U, mais il y a une dimension. Donc, il y a ce schéma qui est commun, mais évidemment, il y a des caractéristiques qui sont absolument uniques. On a vraiment cette idée que ce sont les consonnes qui portent le sens, le message, et qu'il y a une relation très intime entre les consonnes et les voyelles. On a eu 5 à 6 semaines de travail et tout le monde a travaillé absolument sans relâche, quelle que soit leur capacité individuelle et leur facilité dans l'apprentissage des langues. Et effectivement, c'est une langue qui peut être particulièrement difficile pour des personnes qui parlent des langues européennes. Et il y a notamment cette structure des consonnes qui est particulière. Et on a dans ce travail du cœur de l'ensemble, chaque interprète a vraiment pris à bras-le-corps la langue. Et mon rôle était à la fois le travail sur la prononciation, mais il était aussi très important de donner des éléments de contexte. Donc tout le monde venait vers moi pour me demander pourquoi est-ce que dans le livret les choses sont ainsi. Et je revenais au texte pour leur expliquer comment ce personnage a construit ce chemin vers la non-violence. À mon sens, le sanskrit est une langue qui fait preuve d'une grande précision, notamment dans l'expression d'une vérité spirituelle. Il y a vraiment très peu de langues sur Terre qui sont capables d'exprimer cette dimension-là de façon aussi précise. Et donc, on a procédé par une analyse qui précédait le chant,
pour justement avoir cette dimension divine et donner l'impression que le chœur était vraiment la voix des dieux qui parlait depuis le ciel. Maestro, question pour vous. Vous qui lisez dans la partition, suivez à la fois l'écriture vocale et instrumentale. Est-ce que les deux se superposent? Souvent à l'opéra, on peut constater que l'écriture orchestrale va suivre les inflexions du texte. Est-ce le cas aussi chez Philippe Glass? Can you translate it? What? So, Maestro, you had to work on the score, and there is both this kind of vocal writing and instrumental writing. Would you say that the two lines are superimposed or in a way independent, autonomous? Does the instrumental writing, the orchestral writing, serve the vocal writing, or how do they interact? I would say they go together. It's not that the singer sings something and the orchestra says something else. I don't think so. Johannes, what do you think? Oh. I think it's just one big unit, the singing and the orchestra. But I want to say something else which really I especially admire the chorus for, but also all the solos. It's extremely hard to sing this music by heart because it changes very little, and you have to know is it 7 times or 8 or 10 times I have to sing, and then the other way around. And also in the orchestra, it's an extremely physical music. You have to learn to have a stamina. The woodwinds in one scene, they have to play for I think 7-8 minutes without ever stopping. That's what the score says. I said to them, look, if you at some point that you can also leave a bar out and then join again. But he demands physicality and physis from everyone, also from the singers and from the chorus, to repeat and repeat and repeat, and sometimes very hard, register very high. So the same things. This is an enormous challenge for everyone, in my view. And but of course, this also when you get through it, when you're really able to do that, it creates a force which is really unprecedented. Which somebody told me, he went in and he said, I don't know, it pulls you in. It pulls you. The music pulls you in because it's so relentless in the repeat. Seeming repeats. And that's overwhelming from a certain point of view. But I would also like to say that the form of the opera is that you have, in the first 2 acts, you have 3 different scenes, which have 3 different patterns. Each scene has a different pattern, which the scene is based on. And the 3rd act is just for 55 minutes, or let's say 50 minutes, except the very end, is just based on one pattern, which is the F minor chord going to an E major chord. So, I'm much slower than that. Only 2 notes, and it's really amazing how he was able to compose such a long time with so little material. It's amazing. Alors pour répondre à votre question, je dois dire que évidemment, la partition vocale et la partition instrumentale ne forment qu'une unité, elles fonctionnent ensemble. Mais je tenais aussi à dire que c'est extrêmement difficile de chanter la musique de Philip Glass par cœur, notamment parce qu'il y a d'infimes variations des changements qui sont vraiment minimes. Et donc, c'est très difficile pour les chanteurs de savoir s'ils doivent chanter la même chose 7 fois, 8 fois, 10 fois.
En ce qui concerne le travail de l'orchestre, c'est un travail qui est extrêmement physique. Il y a un travail incroyable sur le souffle. Cela demande beaucoup d'endurance. Donc, il peut y avoir 7 à 8 minutes où il faut jouer sans s'arrêter. Donc, je ne vais peut-être pas refaire le... Je vous laisse... Mes compétences s'arrêtent ici. Mais en tout cas, il faut jouer très longtemps sans s'arrêter. Et donc, c'est ce que dit, du moins c'est ce que dit la partition, mais il peut m'arriver de dire aux interprètes, vous pouvez laisser passer une mesure ou deux, mais je voulais vraiment insister sur cette notion de physicalité pour tout le monde, que ce soit le chœur, les interprètes. La partition peut partir très haut dans les aigus, donc c'est extrêmement difficile. Mais en revanche, lorsqu'on traverse cette partition, il y a quelque chose d'incroyablement fort, quelque chose qui vraiment vous attire dans l'œuvre de par ce côté obstiné, incessant de la répétition. Donc on peut se sentir un petit peu dépassé. En ce qui concerne la structure de l'opéra, les 2 premiers actes nous présentent 3 scènes qui sont fondées sur des motifs différents. En revanche, le dernier acte, vous avez 50 minutes où on est sur un même motif musical avec simplement 2 notes. Donc, vous avez quelque chose qui est très tenu dans le temps et c'est incroyable de pouvoir avoir quelque chose de si long avec si peu de matériaux musicaux. Bobbi et Or, est-ce que vous pourriez nous dire comment on arrive à renouveler le langage chorégraphique sur cette musique qui se répète sans cesse et qui s'apparente presque à une transe et comme le maestro le soulignait, où les variations sont infimes. On sait que le mouvement, donc très souvent, s'inscrit sur des ruptures rythmiques. Comment on développe une grammaire chorégraphique à partir de cela? Bobbi and Or, how do you manage to renew, to find variations in your choreographic language with this music that is a little like a repetitive trance? As Maestro was pointing out, you have only very slight variations. It's based on breaks in the rhythms. So how do you find the sense of variation renewal with the dancers? I love how glass pushes us. He invites you to follow him, and you think, I can't go that far. And then if you just let go and you continue to follow him, something new appears. And it's been such a big lesson of trusting the river, trusting the flow inside of a process, and trusting the music. And you've been so amazing in giving us strength to trust that. And we know it as dancers and artists that the repetition will eventually show you the change. And I think we followed that in this piece, and sometimes that change does not feel big, but I feel like this also feels right for the piece, that even if it changes this much, it's huge. And I've been so excited for that invitation from Glass and from this piece to follow the repetition. Yeah. Come on, and there's something about the endurance of it that reveals something. It reveals something inside oneself and something between each other. I think there were many moments where there's another repetition. How are we gonna do this? And then actually so thankful for that extra repetition. I can't imagine it without another chance. Just to add to what Bobbi said, is that the trust and devotion to the repetitive repetitions only makes the impact of the resolution more emotional and bigger at the eventually, yeah.
Alors Bobbi disait, j'ai le sentiment que Glass nous pousse vraiment dans nos retranchements et il nous invite aussi à le suivre. Et au début, on se dit qu'on n'arrivera pas à aller aussi loin, et puis il s'agit de lâcher prise pour laisser apparaître quelque chose de nouveau, ce qui est vraiment une leçon formatrice. Il y a vraiment la nécessité de faire confiance à ce fleuve musical, ce flow musical, ce processus qui nous entraîne. Et à ce titre, Ingo nous a donné énormément de force. Il a vraiment été incroyable dans ce travail. Et donc, en tant qu'artiste, il y a cette idée que la répétition donne aussi à voir le changement, et aussi que nous suivons cette dimension répétitive dans cette œuvre. Mais même si le changement est infinitésimal, même si c'est un tout petit changement, on a l'impression qu'il est énorme, on le ressent de manière vraiment très grande. Et il y a cette dimension d'endurance qui peut être source de grandes révélations, à la fois pour chacun et chacune individuellement, mais aussi dans la relation entre les uns et les autres, et les unes et les autres. Donc au début du travail, peut-être qu'on peut se dire encore une répétition, mais en fin de compte, cette répétition, on la reçoit avec beaucoup de gratitude, puisque elle peut aussi constituer une révélation. Et Or ajouter qu'il faut vraiment avoir beaucoup de confiance, être presque dévoué à cette notion de répétition, puisque justement la répétition fait que l'impact de la résolution crée quelque chose d'émotionnellement très fort et d'émotionnellement énorme. I also would love to, I think it's important to mention how fortunate we are to work with the dancers that are in the production, because each one of them, without exception, is a thinker and an interpreter, and they are bringing a layer of interpretation and translation to specific tones in the music. Like Ingo said in the beginning, it's not only the repetition; it constantly changes, even if it's a slight change. And those dancers are able to constantly, every time, bring their integrity into it, and that creates, hopefully you can see in the show, that creates this the impact. Yeah. Je voulais également souligner le fait qu'il est important de rappeler que nous avons une chance incroyable dans cette mise en scène de travailler avec les danseurs et les danseuses, puisque chacun et chacune d'entre eux est un penseur, une penseuse, en plus d'être un ou une interprète. Et chacune rajoute une couche à l'interprétation et nous permettent de faire ce travail de traduction vers différentes tonalités de la musique, et donc d'aborder ces tout petits changements. Chaque danseur vient, ou chaque danseuse vient avec son intégrité, et c'est ce qui génère justement cet impact incroyable de l'œuvre. J'aurais aimé qu'on revienne sur la thématique de la violence et celle de la non-violence qui sont au cœur de l'œuvre. C'est quelque chose, j'imagine, d'assez compliqué pour des metteurs en scène de passer cette idée-là au plateau, avec toujours le risque d'esthétiser ce concept. Comment avez-vous travaillé? Comment s'est fait ce cheminement pour écrire cette histoire en fait universelle, hein, encore une fois, de la violence, ce cheminement, ce personnage qu'on suit donc de bout en bout. I would like us to discuss the topic of violence as well as non-violent protest, which is at the heart of the work. This can be rather hard to tackle for directors. It's hard to convey on stage. And of course, there's always the risk of aestheticizing, beautifying violence. So how can you avoid this pitfall? How can you take us on this path, on this journey to write this universal story?
of this individual character that has to come to terms with violence. Well, I will disagree that violence can be beautified. I think violence is not pretty in any form of it. And in order to talk about nonviolence and to show nonviolence, we have to show violence and aggression. And that's what one of the first ideas are. Again, I don't want to give spoiler, but one of the first ideas that Bobbi maybe can talk about it more, but was to brutalize Anthony, which the lead singer, his journey is being told in the show, and that was an extremely important part moment in the show, in order to then see how he reacts in taking the path of nonviolence. Yeah. Alors, je suis en désaccord avec l'idée que la violence peut être rendue belle, peut être esthétiquement jolie. Ici, pour s'attaquer à la question de la non-violence, évidemment, il fallait montrer la violence, l'agression. Et donc, une des premières idées autour desquelles on a travaillé, sans donner de spoilers, sans divulgacher, mais Bobbi pourra peut-être compléter, c'était l'idée vraiment de brutaliser Anthony, donc qui est le rôle principal. Et il y a tout ce moment crucial, cette partie qui est très importante, donc de le soumettre à cette brutalité pour voir comment est-ce qu'il réagit et comment est-ce qu'il fait le choix malgré tout de la non-violence. I think in starting to go into this piece, it brought up a lot of questions about our obsession with violence in the world and how numb we might be becoming to it, and the violence in oneself. How do you reckon with that, and how do you? All of those questions were coming into the room as we've been working with this piece, and what is this cycle that we're in, and how does one person break that cycle? And hopefully, if one person can other people join? Au cours de ce travail, nous nous sommes posé énormément de questions sur notre obsession collective avec la violence et à quel point nous pouvions y être insensibles. Cela pose la question de la violence en soi. Qu'est-ce qu'on fait de cette violence en nous? Et c'était évidemment des questions centrales lorsqu'on s'est mis au travail tous ensemble, en prenant pour point de départ ce cycle de violence dans lequel nous sommes tous et toutes, et comment rompre ce cycle individuellement, et si le cycle de la violence est rompu individuellement, comment intégrer les autres, comment les autres peuvent se joindre à cette idée de la non-violence. Une dernière petite question pour vous, parce que vous parliez donc de cette idée de violence collective, du collectif, et donc vous amenez aussi le spectateur de cette pièce à venir s'interroger, questionner sa propre violence, la violence qu'il peut porter. Cela semble aussi être une idée présente dans la scénographie, sans trop dévoiler non plus. Est-ce que vous pourriez parler de ce dispositif et de l'image et du questionnement qu'il peut susciter? Maybe one final question for you. We've discussed this notion of collective violence that really raises questions for the spectator in the audience in this piece. The people in the audience are led to question their own sense of violence and how they carry it within themselves. This is also present in the set design, the scenography, that creates this image. So once again, without introducing any spoiler, how does the set design question this notion of violence, and what is this image trying to tell?
The scenography was made by Christian Friedlander, who is a dear collaborator of ours. We've been working with him for quite a while now on various pieces. Again, spoiler alert, but it's a practice room. The scenography is a practice room. It's a theater. Bobbi and I are able to express ourselves mainly in the form of theater, and this is the reason we chose to have the space translated as a practice room, because those are players on stage. We are telling a story through acting, singing, and dancing, and being. And by the end of the evening, everybody is going home to their own lives. And so we wanted to pound that onto the spectator, onto the viewers, and hope that by the end of the show, yes, we know that it's theater and it's make-believe, and the suspension in disbelief is dissipating, but hopefully the idea, the philosophy of non-violence is being conveyed clearly, and hopefully people go out with the notion of partaking, of hopefully we take something with us home and involve ourselves in non-violence resistance in such times like today. What can I add? Please help me. I just wanted, growing up in India about Gandhi and everything, from what Bobbi and Or have just said, there's a quote that comes to my mind, which is that between stimulus and response, there is a space. Love that space. Because that's why you choose nonviolence. It's very easy to react to something that is being done to you. Really, it's being done to your ego, and your ego is not you. But when you pause, the ego subsides, and then you choose what the Buddhists call bahujan hitaha, which means for the good of all, not just yourself, but for society as well. Donc le scénographe avec lequel on a travaillé, Christian Friedlander, c'est un collaborateur qui est très cher à notre cœur. Alors encore une fois, je vais divulgacher le spectacle. Mais la scénographie est une représentation d'une salle de répétition dans un théâtre. Et nous voulions justement intégrer la forme du théâtre et pour justement rendre compte du fait, nous voulions traduire, retranscrire le fait que tout le monde est en train de jouer. C'est une histoire, il y a des personnes qui jouent, qui chantent, qui dansent ou qui sont simplement au plateau. Et puis à la fin de la représentation, chacune retourne à sa propre vie. Et il y avait quelque chose que nous souhaitions marteler chez les spectateurs et les spectatrices, c'est que certes le théâtre repose sur cette notion de faire semblant, de suspension de l'incrédulité. Et c'est une notion qui se dissipe à la fin de la représentation. Mais malgré tout, nous espérons que la notion de cette philosophie de la non-violence portée par Gandhi est transmise de façon claire aux spectateurs et aux spectatrices, et qu'ils et elles rentrent chez eux en ayant eu l'impression de prendre part à quelque chose, de participer à quelque chose et d'être intégrés dans cette notion et impliqués dans cette notion de non-violence et de résistance pacifique. Donc Shanul rajoutait qu'en tant que personne qui a grandi en Inde, il y a une citation qu'il affectionne, c'est l'idée qu'entre un stimulus et une réaction, il y a un espace et qu'il faut aimer cet espace. Et que c'est précisément dans cet interstice que l'on peut choisir la non-violence, puisque la violence, c'est quelque chose qui est avant tout, qui attaque l'ego. Et il faut marquer une pause, et lors de cette pause, l'ego peut un petit peu se retirer, peut devenir moins important. Et c'est alors que peut apparaître quelque chose qui est très important dans la philosophie hindoue. Donc je ne vais pas, I will not try to emulate your pronunciation, but c'est quelque chose qui veut dire choisir le bien commun, le bien de tous et de toutes.